Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va voir un résumé avec des exercices d'application de la leçon des actions mécaniques destinée pour les élèves de la 3e année parcours international. Regardez les images suivantes. Dans l'image numéro 1, l'action du joueur sur le ballon provoque un mouvement. Dans l'image numéro 2, l'action du gardien sur le ballon change le mouvement du ballon. Dans l'action numéro 3, l'action des doigts sur le ressort déforme le ressort. Dans l'image numéro 4, l'action de la table sur le livre participe à l'équilibre du livre. Dans les deux premières actions, on a un effet dynamique. Par contre, dans les deux dernières actions, on a un effet statique. Donc, une action mécanique est toute cause capable de provoquer un mouvement, modifier un mouvement, déformer un corps, participer à l'équilibre d'un corps. Le corps qui fait l'action est appelé l'acteur. Par contre, le corps qui reçoit l'action est appelé le receveur. L'action donc a deux effets, soit un effet dynamique, soit un effet statique. Les types d'actions mécaniques. On divise les actions mécaniques en deux types. Les actions de contact, s'il y a un contact direct entre l'acteur et le receveur. Dans ce cas, on distingue deux sortes. Les actions de contact localisées, si le contact se fait en un point. Regardez, comme l'action du fil sur le ballon. L'action se fait ici en un point, donc c'est une action de contact localisée. Le deuxième type de contact, c'est le contact réparti. Donc, une action de contact réparti, c'est une action qui se fait soit on dit en plusieurs points, soit sur une grande surface, comme l'action de la table sur la boîte. Cette action se fait en plusieurs points, donc cette action est répartie. Le deuxième type d'action mécanique, ce sont les actions à distance. Une action à distance est une action qui se fait entre un acteur et un receveur sans contact direct entre les deux. Exemple. Regardez, l'action d'élément sur un clou en fer, cette action est à distance, s'appelle action magnétique. Regardez, l'action d'un corps électrisé sur un autre corps, c'est une action aussi à distance, s'appelle action électrique ou électrostatique. L'action de la Terre sur la balle, c'est une action à distance qui s'appelle soit l'action de la Terre sur la balle, soit le poids de la balle. Conclusion. Dans les actions mécaniques, on peut dire que les actions mécaniques se divisent en deux types. Les actions de contact et les actions à distance. Les actions de contact se divisent en deux sortes. Les actions localisées et les actions réparties. Mais les actions à distance sont toujours des actions réparties. Et aussi les actions mécaniques ont des effets, soit les effets dynamiques, soit les effets statiques. Si l'action mécanique engendre un mouvement ou modifie un mouvement, on dit que l'action a un effet dynamique. Si l'action mécanique participe à l'équilibre d'un corps ou déforme un corps, on dit que l'action mécanique a un effet statique. Remarque, une action mécanique est modélisée par une notion qu'on appelle une force. Donc désormais, on va appeler action mécanique force. Le bilan des actions mécaniques ou des forces. C'est quoi le bilan des actions mécaniques? Tout simplement, c'est la recherche de toutes les actions mécaniques extérieures exercées sur un corps ou un groupe de corps. Ce corps ou ce groupe de corps, il s'appelle le système étudié. Exemple, regardez la situation suivante. Dans ce schéma,
on a un support, un fil, un clou, un aimant, une table en bois et le sol. Donc, on va chercher, regardez, on va chercher dans l'exemple numéro 1, le bilan des forces exercées sur le clou. Ça veut dire, dans ce cas, on va s'intéresser au clou, Dans ce cas, on dit que le clou, c'est le système étudié. Donc, on va chercher les actions exercées sur le clou. Donc, les actions se divisent en deux types, les actions de contact et les actions à distance. Donc, on va chercher les actions de contact. Pour chercher les actions de contact, il faut poser la question, quels sont les corps qui sont en contact direct avec le clou? Dans ce cas, il y a deux choses. Il y a le fil, il y a l'air. Mais en général, on néglige l'air. Dans ce cas, on peut dire seulement il y a une seule action, c'est l'action du fil sur le clou. Regardez, est-ce que cette action est répartie ou localisée? D'après le schéma, on voit que le fil touche le clou en un point. Donc, cette action est localisée. On passe à la recherche des forces à distance. Donc, la première force à distance qu'elles exercent sur le clou, c'est la force de l'aimant. Donc, l'aimant, il tire le clou. Donc, cette force est une force à distance. Donc, on écrit force de l'aimant sur le clou. Deuxième force à distance, c'est la force de la Terre. La force de la Terre sur le clou, c'est, on écrit soit la force de la Terre sur le clou, soit on écrit le poids du clou. Donc voilà. Exemple 2. Maintenant, on va chercher les forces exercées sur l'aimant. Ça veut dire on va s'intéresser à l'aimant. On va isoler l'aimant. Donc dans ce cas, on dit que l'aimant est le système étudié. Donc, on cherche les forces de contact et les forces à distance. Donc, on va chercher maintenant les forces de contact. Quelles sont les forces de contact exercées sur l'aimant? Donc, pour répondre à cette question, il faut trouver les objets qui sont en contact direct avec l'aimant. L'aimant, seulement la table et l'air. Mais on dit qu'on néglige souvent l'air. Donc, seulement la table. Donc, la table fait une action de contact sur l'aimant. Donc, on écrit la force de la table sur l'aimant. Est-ce que cette force est répartie ou localisée? Puisque le contact entre la table et l'aimant se fait en une surface, donc cette force est répartie. Maintenant, on cherche les forces à distance. Donc, quels sont les objets qui exercent une force sur l'aimant à distance? Le premier objet, c'est le clou. Le clou, il tire l'aimant. Donc, voilà la première force. C'est la force du clou sur l'aimant. La deuxième force exercée sur l'aimant, c'est la Terre. Toujours la Terre exerce une force sur les objets proches. Donc, la force de la Terre sur l'aimant. On écrit le poids de l'aimant. On passe maintenant aux caractéristiques d'une force. Chaque force possède 4 caractéristiques. La première caractéristique s'appelle le point d'application. C'est quoi le point d'application? Le point d'application, c'est le point où s'applique la force. Dans ce cas, on peut distinguer 3 cas. Si la force de contact localisée, dans ce cas, le point d'application, c'est le point de contact. Si la force de contact répartie, dans ce cas, le point d'application, c'est le centre géométrique de la surface de contact. Si la force à distance, dans ce cas, le point d'application est le centre de gravité, ou on dit parfois le centre géométrique du receveur. Regardez l'exemple. On va chercher le point d'application de la force du fil sur la balle. Le fil, il exerce une force sur la balle en un point. Donc, ce point-là, c'est le point d'application. Voilà, par exemple, A.
Pour l'exemple 2, on va chercher le point d'application de la force de la table sur la boîte. La table, elle exerce une force sur la boîte en une surface, en une grande surface. Donc, le point d'application, c'est le centre de la surface de contact. Par exemple, B. Maintenant, on passe à l'exemple 3. On va chercher le point d'application de la force de l'aimant sur la boule. L'aimant exerce une force sur la boule. Puisque cette force est à distance, donc on va appliquer le troisième cas. Le point d'application, c'est le centre de gravité ou le centre géométrique de receveur. Donc le receveur ici, c'est la boule. Donc le centre de la boule, c'est G. Deuxième caractéristique de la force, c'est la droite ou la ligne d'application. Donc, la droite d'application est la droite qui passe par le point d'application et que représente la direction suivant laquelle s'applique la force. Exemple. Donc, on va chercher la droite d'application de la force du fil sur la boîte, et la droite d'application de la force de la table sur la boîte, et la droite d'application de la force de l'aimant sur la boîte. Tout d'abord, pour chercher la droite d'application, on va chercher le point d'application, car toujours, la droite d'application passe par le point d'application. Donc, le point d'application de cette force, c'est le point A. Par contre, pour la deuxième force, c'est le point B. Et pour la troisième force, c'est le point G. Donc, regardez, la droite d'application, donc le fil exerce une force sur la boîte, dans ce cas, d'une façon horizontale. Donc, la droite d'application, c'est la ligne horizontale qui passe par A. Voilà. Pour l'exemple 2, la droite d'application de la force de la table sur la boîte. La table exerce une force sur la table d'une façon verticale. Donc, la droite d'application, c'est la ligne verticale qui passe par B, comme ça. Maintenant, je cherche la droite d'application de la force de l'aimant sur la boule. Donc, la force, en général, la droite d'application d'une force à distance, c'est la droite qui passe par le centre de l'acteur et le centre de receveur. Donc, c'est la droite qui passe par G et par le centre de l'acteur. Comme ça. La troisième caractéristique s'appelle le sens de la force. Donc, le sens de la force, c'est l'orientation de l'effet de la force ou le sens de l'effet de la force. Exemple. On va chercher le sens de la force 1, le sens de la force 2 et le sens de la force 3. Donc, tout d'abord, on trouve le point d'application pour les trois forces et la ligne d'application pour les trois forces. Maintenant, regardez la force du fil sur la boîte. Le fil, il tire la boîte. Il tire la boîte vers où? Vers la droite. Donc, cette force a un sens de A vers la droite. Pour la force 2, la force de la table sur la boîte. La table, elle pousse la boîte vers le haut. Donc, le sens de cette force, c'est de B vers le haut. Pour la force 3, l'aimant, il tire la boule. Il tire la boule du point G vers l'aimant. La quatrième caractéristique s'appelle l'intensité. Donc, l'intensité de la force est une grandeur qu'on peut mesurer. On dit que c'est une grandeur mesurable. Elle s'exprime avec une unité qui s'appelle le newton, symbolisé par la lettre N. Pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise un appareil qui s'appelle le dynamomètre. Voilà les dynamomètres qu'on utilise souvent. Exemple. Donc, regardez. Pour mesurer l'intensité, on accroche un objet dans un dynamomètre. Donc, le dynamomètre, il indique une valeur. Ici, il indique la valeur 4. Donc, on dit que l'intensité de la force du dynamomètre sur le corps est égale à 4 newtons.
on va voir maintenant la représentation d'une force. Puisque la force possède 4 caractéristiques, le point d'application, la droite d'application, le sens et l'intensité, donc on va représenter la force par un symbole qui possède 4 caractéristiques. C'est le vecteur. Donc le vecteur possède 4 caractéristiques. Donc on va représenter la force par un vecteur, ou parfois on dit une flèche. Ce vecteur s'appelle le vecteur force, tel que l'origine des vecteurs, c'est le point d'application. La direction du vecteur, c'est la droite d'application. Le sens du vecteur est le sens de la force. La norme du vecteur est proportionnelle à l'intensité de la force selon une échelle qu'on va choisir. Remarque, on symbolise les forces ou la force par des vecteurs comme F, P, R, T. On utilise P s'il y a la force de la Terre sur un objet. Et on utilise R, c'est la force d'un plomb sur un objet. Et on utilise T, c'est la force d'un fil sur un objet. Sinon, on utilise le symbole F. Par contre, on symbolise l'intensité par les mêmes lettres, mais sans flèche. F, P, R, T, mais sans flèche. Exemple. Donc, regardez, on va représenter la force de la Terre sur la boule, sachant que son intensité est 3 newtons. Et aussi, on va représenter la force de la table sur la boîte, sachant que son intensité est 20 newtons. Donc, pour représenter la force, on va dessiner un vecteur. Et pour dessiner le vecteur, il faut tout d'abord déterminer les caractéristiques de la force de la Terre sur la boule. Donc, la Terre exerce une force sur la boule dans le centre de la boule, qu'on dit le centre géométrique ou le centre de gravité de la boule. Donc, voilà le point d'application. Maintenant, on va chercher la direction de cette force. Puisque la Terre, elle applique toujours une force verticale, donc la direction, elle est verticale. Le sens de cette force, elle est vers le bas, vers le bas. Donc, pour représenter la force par le vecteur, il faut choisir une échelle. En général, on utilise la moitié de l'intensité. On écrit par exemple 1 cm représente la moitié de l'intensité, 1,5 newton. Donc maintenant, on va représenter un vecteur qui commence par G vers le bas. Sa norme est égale à 2 cm, comme ça. Puisque ce vecteur représente la force de la Terre, on symbolise la force de la Terre souvent par la lettre P. Maintenant, on passe à la représentation de la force la force de la table sur la boîte, sachant que son intensité est 20 newtons. Donc, je vais chercher le point d'application, puisque cette force est une force de contact répartie, donc le centre de contact, c'est A. La direction de cette force se fait d'une façon verticale. Donc, la direction, elle est verticale. Le sens de cette force, puisque la table, il pousse la boîte, donc il pousse la boîte vers le haut. Donc, le sens de ce vecteur vers le haut. Donc je vais choisir maintenant une échelle. Je prends toujours 1 cm, représente, c'est pas toujours, mais souvent on utilise 1 cm, représente la moitié de l'intensité. Je prends par exemple 1 cm, représente 10 newtons. Donc en utilisant la règle, je trace une flèche de 2 cm. Puisque cette flèche représente la force de la table sur la boîte et la table c'est un plan, donc je vais représenter cette force par la lettre R. Et merci, à la prochaine, Inch'Allah.